aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très populaire dans bien des maisons, un sujet de conversation qui est l'achat d'une première maison. Donc, avec tout ce qui arrive en ce moment, la COVID-19, etc., on sait, bon, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent comme quoi les prix pourraient éventuellement peut-être baisser et tout ça. Donc, il y a beaucoup de jeunes, des millénarios qui se disent peut-être que c'est ma chance d'acheter ma première maison. C'est une opportunité qui est excitante, c'est un rêve pour beaucoup de personnes, mais c'est un processus dans lequel on ne devrait pas s'embarquer sans se poser certaines questions. Ouais. Donc aujourd'hui, on va parler de ces questions-là qu'il faut absolument se poser. Donc, commençons par la première question. Pourquoi il faut se demander pourquoi est-ce que je veux m'acheter ma maison? Pourquoi c'est important de se poser cette question? Mais je pense que c'est important de clarifier la question tout court, de savoir où est-ce que j'en suis rendu dans mon processus pour l'achat. De savoir est-ce que je me sens confortable pour élever une famille où je suis actuellement, où je vais avoir peut-être un environnement plus adapté pour ma famille. Puis à partir de là, de savoir si jamais c'est le bon moment ou le bon timing pour moi de passer à l'action pour l'achat d'une propriété. C'est une question de motivation aussi, je pense, parce que quand on se dit tout de suite, je vais m'acheter une maison parce que je vais élever ma famille là, parce que je vais faire un investissement financier, etc., quand on établit cette motivation-là dès le départ, bien après ça, si jamais on a des obstacles en cours de route, c'est plus facile de se rappeler, OK, je fais ça pour cette raison-là. Oui, puis tu sais, je pense que c'est important, tu viens de parler d'objectifs, tu viens de parler on a tous en tant qu'acheteurs des objectifs qui sont différents. On a tous aussi des projets, des visions différentes, à savoir, peut-être qu'on peut chercher une propriété pour quelques années, peut-être que c'est un projet qui est temporaire, peut-être que c'est un projet qui est plus sur du long terme. Puis il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'au fil du temps, la motivation justement va changer, puis le projet va changer au fil des années, là. Puis justement, on parle au fil des années. Il faut se demander combien de temps est-ce qu'on est prêt à rester dans une maison avant de la revendre. Pourquoi c'est important de se poser cette question-là? Je pense que c'est important pour savoir côté prix, savoir est-ce que, exemple, que je planifie d'être dans ma propriété pendant 3 ans, ce ne sera pas le même investissement que si jamais je pense être là pendant 10 ans. Donc, si jamais je m'en vais plus dans une période moyen terme, court terme, 3 ans, 5 ans, puis qu'il y a une revente qui est impliquée, non pas un refinancement, bien à ce moment-là, on doit s'assurer de payer le bon prix. On doit s'assurer de se positionner à un endroit stratégique pour une revente éventuelle. Donc, c'est à partir de ce moment-là où est-ce que ça devient important de savoir, ou du moins d'avoir une idée, combien de temps idéalement on aurait aimé être dans notre propriété. Pour savoir aussi, bon, le marché va fluctuer. Est-ce que je suis capable d'attendre pour le moment le plus stratégique pour vendre ma maison? Exactement, parce que ça reste que c'est beaucoup d'argent qu'on investit dans la maison. On ne veut pas se retrouver à la perte parce que notre futur projet, va dépendre probablement du plus-value de la maison, puis il va dépendre aussi de l'argent qu'on va aller chercher avec la maison. Donc, à ce moment-là, c'est important de le faire de façon stratégique pour s'assurer d'aller chercher le maximum. Puis, une autre question qu'il faut se poser, c'est une question qui est un peu plate, mais qui est vraiment importante. Est-ce que je peux me le permettre financièrement? Ça veut dire quoi, cette question-là? Ça veut dire que dans l'achat d'une maison, il y a l'hypothèque à planifier, mais il y a aussi plein d'autres coûts collatéraux auxquels on doit mettre en place dans notre budget pour s'assurer de ne pas avoir de surprise. Si, exemple, on va penser taxe scolaire municipale, si jamais on pense à l'assurance habitation, si jamais on pense, exemple, au coût de l'acquisition, etc., etc. Donc, il n'y a pas juste une mise de fonds dans l'achat d'une propriété et un paiement hypothécaire. Il y a plein de coûts auxquels on doit penser. Entretien, d'entre autres. Souvent, les gens ne planifient pas de montant pour l'entretien, mais c'est important d'y penser parce qu'une maison dépérit avec le temps. Donc, c'est important d'en prendre soin, de la maintenir si jamais vous voulez conserver votre valeur de revente. Puis, toujours dans la même lignée un peu, est-ce qu'il faut se poser la question si on achète la maison avec un partenaire ou un ami, etc., qu'est-ce qui arrive si cette personne-là ne peut plus faire partie de la transaction ou doit quitter? Est-ce que je suis capable de me payer la maison toute seule? C'est important à prendre en considération parce que l'achat d'une propriété, c'est un peu comme un contrat de mariage. Okay? Donc, s'il y a 2 noms sur la maison, vous êtes reliés ensemble indépendamment de ce qui se passe pendant la durée du moment où on a cette hypothèque-là ensemble. Donc, si éventuellement il y aurait une séparation ou il arrive X, Y, Z ou le conjoint ou la conjointe quitte, vous devez penser que vous êtes encore relié avec cette personne-là malgré le fait qu'elle n'est plus dans la maison. Puis il y a quand même une hypothèque à payer, puis il y a quand même des impacts collatéraux si on ne respecte pas les engagements ou qu'il y en a un des deux qui ne respecte pas les engagements, les deux ont les répercussions, là. Puis c'est pas juste dans des cas de rupture ou de décès. On peut penser aussi, par exemple, un couple qui a des enfants,
qui déciderait qu'un des parents veut finalement rester à la maison, élever les enfants, mais là, ça fait un revenu de moins. Ouais. Est-ce que c'est faut quand même se préparer, planifier pour ça? Effectivement. Puis je pense que quand la banque va émettre la préautorisation hypothécaire dans le processus, ils vont vous donner un certain montant où est-ce que c'est ta limite maximum. Ben, c'est exactement le chiffre où on ne veut pas se rendre. Okay? Donc, ça, c'est le montant maximum au sous-près presque qui vont vous passer, qui équivaut à votre ratio d'endettement maximum ABD-ATD, qui fait en sorte que rendu à ce montant-là, ben il en reste plus gros pour tout ce qui est à côté, à savoir vos loisirs personnels, à savoir l'épicerie, tous les autres frais collatéraux. Donc, c'est important de ne pas aller chercher le maximum de ce montant-là et de justement planifier dans l'éventualité qu'il y en aurait un des deux qui ne travaille plus ou qui n'a plus les fonds. Encore plus aujourd'hui avec tout ce qui s'est passé. C'est là qu'on se rend compte de l'importance de planifier déjà à l'avance pour un salaire. Mm-hmm. Puis, quelque chose qu'il faut planifier aussi, c'est se poser la question, est-ce que je suis du genre à retaper ma maison ou est-ce que je suis mieux d'aller avec quelque chose qui est clé en main? Bien, je pense que ça va dépendre à quel point on est manuel. Mm-hmm. Donc, si je te demande, Eva, est-ce que demain tu achètes une maison clé en main ou une maison qui a besoin de travaux? Bien, moi, j'aimerais ça. C'est bien cette question-là parce que je serais du genre à... Je suis très optimiste. Fait que là, je serais du genre à avoir une vieille maison, me dire, c'est correct, je vais arranger ça, mais je ne saurais pas de quoi je parle vraiment. Puis je ne serais pas consciente du temps, des ressources, de tous les travaux que ça impliquerait, en fait. Donc, effectivement, peut-être que pour moi, je serais une meilleure candidate pour une maison clé en main. Ouais. Il faudrait se poser la question. Effectivement, il faut se poser la question. Tu as mentionné temps, énergie, processus pour faire les travaux et autres. Puis souvent, c'est toute cette partie-là qui manque comme connaissance auquel on doit penser avant de prendre la décision. Parce que, laisse-moi te dire que quand on rentre dans une propriété puis on fait des travaux où on se dit, bien, je vais faire un flip ou peu importe ce qu'on se dit, il y a toujours des temps caillettes. Puis quand on commence dans les temps caillettes, on avait un budget réno qui souvent va être dépassé de 10 à 15 %. Première des choses. Deuxième des choses, on avait un délai de temps qui va être aussi dépassé peut-être de 1 mois ou 2 mois. C'est de la construction, il y a toujours quelque chose qui se rajoute par la suite. Donc, est-ce que, on a le temps d'attendre pour faire les travaux? Est-ce qu'on a envie de vivre dans la maison pendant qu'on fait les travaux? Okay? Est-ce qu'on a les ressources financières pour combler pour les temps caillettes? Exemple, on rouvre un mur, il y a un problème électrique, il faut le réparer, on est là. On ne va pas refermer par-dessus. Ça tous des éléments auxquels on ne pense pas, auxquels on doit figurer pour s'assurer de ne pas justement se retrouver à la fin des travaux puis qu'il n'y a plus de coupe parce qu'il y a eu trop de chicanes de rénovation. Là. Ou on voit tellement de gens là, qui ont une maison que ça fait 5-10 ans qu'ils l'ont, et n'est pas encore terminé parce qu'ils n'ont pas jamais eu le temps de s'en occuper. Exact. Ou les priorités avec le temps vont changer aussi. T'sais, on rentre dans la maison, on va faire les endroits où on habite le plus. Moi, c'est ce que je vois toujours. On dit, on va faire salle de bain, cuisine, sous-sol, etc. Puis finalement, ils ont fait juste la cuisine parce que c'est là qu'on passe le temps. Puis dans 3 ans, on s'en va refaire une évaluation. Il reste la salle de bain, le sous-sol. Puis c'est pas du tout la même chose, là. OK. Donc ça, c'est quand même à considérer. Ouais. Pour beaucoup de jeunes personnes, c'est difficile d'acheter une maison avec leurs fonds seuls. Donc souvent, il y a des gens qui ont de l'aide de leurs parents, qui est très bien. Comment est-ce que c'est important d'impliquer les parents dans cette transaction-là? Je pense que c'est important de les impliquer parce que, bon, c'est sûr que si jamais ils ont des fonds injectés dans ce projet-là, ils vont vouloir être là aussi. C'est important de les impliquer dans tous les processus, que ce soit du début de la sélection du courtier immobilier, aux visites, à l'offre d'achat, à l'inspection, etc., etc. Mais en même temps, il y a un élément qui est super important auquel il ne faut pas se laisser prendre dans ça parce que très souvent, j'ai vu des acheteurs être influencés par les parents ou un proche qui est normal parce que c'est du monde qui sont proches de nous et qui ne veulent pas qu'on fasse d'erreurs. Mais en même temps, très souvent aussi, c'est des gens qui ont peut-être passé à l'action, acheté une propriété il y a plusieurs années, qui n'ont peut-être plus les notions à jour de ce qui se passe. Je donne un exemple. Ta famille est à Québec, tu achètes une propriété à Montréal, c'est pas le même marché, c'est pas la même chose. Ton père t'assiste dedans la transaction, il veut être là, mais les prix on a acheté il y a 15-20 ans ne sont plus les mêmes qu'aujourd'hui. Ben, il y a comme une grosse différence dans les prix, une grosse différence dans le processus. Puis, si jamais tu es encadré ou du moins entouré de gens qui sont encore en action aujourd'hui,
OK, c'est bon. Mais à l'inverse, si c'est peut-être pas les personnes qui ont les meilleures connaissances dans le secteur ou que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été dans le marché, à ce moment-là, les impliquer, mais en même temps les éduquer, puis leur montrer exactement c'est où qu'on en est dans le marché aujourd'hui, comment est-ce qu'on se positionne. Puis c'est en partie la job aussi de votre courtier de les éduquer face à ça pour qu'eux autres aussi soient capables de rationaliser l'achat qu'ils vont faire. Tout à fait. Une autre question, là, je me retrouve. Important, quel type de communication est-ce qu'on veut avoir avec notre courtier, justement? Parce que notre courtier, on va développer une relation assez longue avec lui, dépendamment de combien de temps le processus va durer. Comment est-ce qu'on veut communiquer avec lui? Est-ce que c'est par texto? Est-ce que c'est par téléphone? À quelle fréquence? Pourquoi c'est important d'établir ça dès le début? Pour pas qu'il y ait de malentendus, dans une transaction immobilière, il y a énormément de parties impliquées dans la transaction. Il y a beaucoup de va-et-vient, que ce soit pour la visite, que ce soit pour l'inspection. Toutes les parties impliquées dans la transaction, si moindrement on se perd dans les communications, c'est pas trop long qu'on peut avoir des doutes dans notre esprit, qu'il y a quelque chose qui cloche ou autre. Puis en même temps aussi, tu as mentionné, on va être avec le courtier immobilier pendant le moment de la transaction, entre autres. Mais je pense que les bons courtiers immobiliers gardent des relations avec leurs clients pendant plusieurs années. Avec quel type de courtier aussi j'ai envie de m'associer ou je me vois évoluer, partager ma vie pendant les prochaines années parce que c'est important. C'est une personne qui va faire partie peut-être pas juste de ce projet-là, mais plutôt va vous suivre tout au long de votre vie dans vos nouveaux projets immobiliers. Donc, il faut que vous soyez sur la même longueur d'onde. Puis le type de communication puis la fréquence va dépendre de ce avec quoi toi tu es confortable. Donc, il y a des gens qui ont besoin de plus de communication. Il y a des gens qui préfèrent en avoir un petit peu moins. Puis c'est au courtier, je pense, à s'adapter à ça. Tout à fait. Puis quand on pense à la maison, mettons là, justement, on parlait de ça peut prendre vraiment beaucoup de temps, mais des fois, ça peut prendre pas de temps du tout. Des fois, là, ça fait 2 jours, un jour, puis on trouve notre maison de rêve tout de suite. Il faut se poser la question, est-ce que je suis prête à m'investir dans cette maison-là tout de suite, du premier coup? Pourquoi c'est important de se préparer? C'est important de se le poser parce qu'à partir du moment où vous commencez à faire des visites, on le sent quand on est chez nous. Ouais. OK? Puis des fois, tu n'as pas besoin de faire 15 visites. Des fois, c'est la première, puis tu l'as senti, puis tu t'es pas senti de la même façon que quand tu as visité les autres. Bien, c'est pour ça qu'il faut se poser la question, est-ce que je suis prête à passer à l'action? Parce qu'à partir du moment où on sort de chez nous pour aller faire des visites, ça se peut que ce soit la première qui soit un coup de cœur pour toi. Puis à ce moment-là, si tu ne penses pas à l'action, c'est quelqu'un d'autre qui va partir avec ton coup de cœur. Donc, avant d'aller faire des visites, on doit être déjà mentalement préparé à l'idée que ça peut arriver. Ça peut être la première que je visite qui va être mon coup de cœur. Souvent, la crainte des acheteurs est de se dire « Ouais, mais je n'ai juste visité une. Qu'est-ce qui se passe si? Est-ce que c'est la bonne si? » Puis on a tout le temps un petit peu le deuxième doute de dire « Ouais, mais il y en aurait peut-être d'autres. » Puis « Ouais, mais… » Mais la vérité, c'est que c'est la même chose que ce soit en couple ou autre. Tu le sais quand c'est la bonne, puis tu le sais quand c'est la bonne personne aussi. Bien, c'est la même chose avec ta maison. Tu as fait ta première visite, c'était celle-là, tu l'as senti, garde, c'est celle-là la bonne maison pour toi. D'y aller avec ton feeling, oui, littéralement. C'est ça qui est le plus important. Puis un 10 sur 10, exemple, n'existe pas. Quand tu as un 8, tu as trouvé la bonne propriété pour toi. Ce qui va en faire un 10, c'est comment tu vas, toi, l'aménager. Comment est-ce que toi, tu vas y mettre de la vie à l'intérieur puis une âme au bout de la ligne. Là. Ça m'amène à mon autre question qui est comment est-ce qu'on établit c'est quoi pour nous un 10? C'est quoi notre maison de rêve? Parce que je pense que souvent ce qui arrive quand on achète avec un conjoint, c'est qu'on peut assumer qu'on veut les mêmes choses dans une maison. On n'en parle pas nécessairement. Fait que ce serait peut-être une bonne idée en fait de faire une liste de moi mes top 10 c'est ça, moi mes top 10, les comparer, faire un compromis. Parce que sinon, j'imagine que ça peut… Oui, je te dirais, vous pouvez commencer avec un top 10. Après ça, on va le ramener à un top 5 priorité. Puis après ça, un top 2 priorité. Un en veut un, l'autre en veut un. Parce que la réalité des choses, c'est qu'on a tous nos petits rêves intérieurs. Puis on a tous nos petits dadas. Ben, le conjoint ou la conjointe, eux aussi, a ces petits dadas. Puis de réussir à mixer les deux, souvent, c'est un énorme défi. Donc, encore une fois, le 10 sur 10 n'existe pas. Choisissez, mettez votre liste des 10 d'un bord, 10 de l'autre,
enlevez-en 5 qui sont peut-être un petit peu moins importants, gardez-en 5. Puis parmi les 5, choisissez-en un de votre côté, un de l'autre côté qui sont les primordiales auxquels on ne pliera pas, puis on part avec ça. Puis après ça, si jamais on trouve les 4 autres de chaque côté, c'est des extras. Okay? Pour éviter des déceptions et des conflits. Oui, les conflits surtout, les déceptions aussi. Je te dirais que souvent, quand on a 2 critères importants, on arrive au moins à avoir un peu de choix. Oui. Parce que si on a trop de critères, bien, c'est un petit peu comme un entonnoir. On a tout filtré, il ne reste pas grand-chose rendu en bas, ce qui vous brime la chance. Tu sais, dans le fond, ça t'empêche de toi aller voir puis de savoir un peu ça dans quoi je me sens confortable. Puis souvent, tu commences à faire tes recherches de maison, tu as des critères, tu as 5 critères de chaque côté, mettons. On part, puis après 1 ou 2 visites, tu sais quoi, celui-là, je vais le changer, j'aime pas ça, c'est pas tant important, je vais m'ajuster comme ça, puis comme ça. Donc, partez un petit peu comme un entonnoir, on part un peu plus large, on se laisse la chance, puis au fil du temps, on va affiner nos recherches. OK. Puis pour terminer, une autre question on pense peut-être pas, mais c'est est-ce que je connais bien le voisinage, est-ce que je connais bien le quartier et les voisins, et est-ce que ça va jouer dans la valeur de ma maison, puis dans mon expérience dans cette maison-là, finalement? C'est sûr. C'est sûr que ça va jouer, surtout l'environnement. Les voisins, ça va être un petit peu difficile de les connaître ou de savoir c'est qui exactement avant que tu aies déménagé. Donc, ça peut être une bonne ou une mauvaise surprise. C'est un peu comme un Kinder. C'est ça. Okay. Ben, on peut essayer de les rencontrer si jamais on passe. Ouais. Tu peux rester après ta visite, tu t'attends au coin de la rue pour le restant de la soirée, voir un peu comment ça se passe. Ça peut être une façon de faire, mais je te dirais qu'il n'empêche pas que tant que tu ne seras pas déménagé, puis tu sais, des fois même, ça peut prendre une couple de mois pendant que tu es déménagé avant de rencontrer vraiment des gens sur ta rue, c'est l'environnement qui va être important. Mm-hmm. Est-ce que mon chemin pour me rendre à ma maison est intéressant parce que je vais le faire tous les jours? Mm-hmm. Est-ce que les rues avoisinantes sont intéressantes parce que je vais probablement marcher dans le secteur à tous les jours? Mm-hmm. Est-ce qu'il y a des éléments qu'on ne m'a peut-être pas mentionnés auxquels je devrais penser? Exemple, des avions qui passent dans le secteur. À une certaine heure, il y a des usines peut-être à 100 mètres de la maison qui dégagent des fortes odeurs. Je pense, exemple, à des odeurs de levure, de caoutchouc ou autre. Mm-hmm. Donc, oui, peut-être faire les 3-4 petites rues proches, mais aussi peut-être ratisser un petit peu plus large pour aller voir les secteurs. Puis écoutez, est-ce qu'il y a du son? Est-ce qu'il y a... Fait que c'est un environnement, c'est un petit peu un écosystème, ta maison, puis c'est de s'assurer que tu es confortable quand tu es là. Mm-hmm, tout à fait. C'est parce qu'il ne faut pas oublier la pollution sonore et tout ça. T'sais, on peut visiter une maison pendant la journée puis on ne remarque pas le son, mm-hmm. Mais s'il y a une autoroute pas loin puis que ça va nous empêcher de dormir pendant des années, c'est peut-être moins intéressant à ce moment-là. Oui, tu vas t'habituer après un certain temps, mais ta première année va être un peu plus rough. Puis il y a aussi la notion que quand on a le coup de cœur puis que tu sors de la maison, tu es excité, tu as envie de l'acheter, c'est vraiment la bonne pour toi, mais tu fais fu un petit peu de tout le reste. Mm-hmm. Parce que tu es un petit peu aveuglé par tes émotions qui te disent « ça, c'est la bonne maison pour moi ». Donc, moi, un petit conseil que j'aime bien donner à mes acheteurs, quand on a le coup de cœur, écoutez, revenez ce soir, regarde, moi, je vais préparer tous les documents, je vais vous envoyer de l'information pertinente, mais passez ce soir, puis venez juste, assis dans la voiture, écoutez, voir un peu le voisinage, comment ça se passe, puis est-ce qu'on aime ça. Parce qu'on a eu le temps de décanter un petit peu les émotions. Mm-hmm. Puis là, on se retrouve devant la maison à nouveau, puis on va regarder peut-être avec un point de vue un peu plus subjectif. Là. OK. Bien, sur ce bon conseil, prenez le temps de poser ces questions-là. Puis si vous avez des doutes, parlez à votre courtier. Parlez à votre courtier.